Et alors, l'idée que j'ai eue donc, lorsque j'ai vu les programmes de ces colloques, c'était d'essayer de vous présenter un petit peu comment les regards qu'on peut porter sur des aspects qui sont communs, que tous les jours, auxquels tous les jours on fait face. Je suppose que lorsque vous allez au supermarché, vous aurez déjà remarqué qu'il y a n'importe quel produit qui a une marque, un label, un prix, une médaille, un galon, des labels officiels, des labels certifiés, des formes donc d'information qui devraient servir d'un côté aider, faciliter les choix du consommateur. D'un autre côté, plus souvent, il s'agit de pur marketing de l'industriel. Les derniers en date sont des labels qui concernent des aspects éthiques et des aspects religieux. Donc, et là, il y a effectivement la dimension que maintenant je vais aborder, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ça, la dimension confessionnelle, la dimension éthique des derniers labels qu'on trouve sous les produits. On va donc des labels religieux, du halal, les bien-être animal, les végans, les végétariennes, les fair trade, donc on est dans des aspects, dans certains cas, purement éthiques. Comme d'ailleurs celui-ci, qui est un des derniers qui commence à apparaître sous les travails des enfants. Et alors, j'ajoute aussi dans cette liste également les Nutri-Score, parce que c'est une forme des labels qui derrière a un message qui veut transmettre. Mais comme on a constaté ce matin, effectivement, ce n'est pas pour les consommateurs avertis, mais c'est plutôt pour les consommateurs ignorants, pour les consommateurs effectivement qui manquent des repères en la matière. Et alors on essayera de démontrer que tout ça, malgré l'apparence plus ou moins scientifique, plus ou moins des recherches derrière, des références, des sites, des études, on essaiera de démontrer que c'est plutôt du marketing. Et dans certains cas, même du marketing sauvage, dans le sens que c'est ce marketing qui se place toujours à la frontière entre les droits et entre tout ce qui est tromperie ou arnaque du consommateur. Commençons par l'étiquetage confessionnel. Donc, les rituels est, comme certainement vous savez, donc depuis la nuit des temps, est l'expression la plus typique de l'appartenance à un groupe. Donc, consommer certains aliments, ça fait partie, c'est une forme de perpétuation de la tradition. Et donc, les liens avec la nourriture, c'est un lien avec les groupes, avec la religion, avec un peuple, avec donc toute une série, une civilisation, une tradition. Donc, il y a ces liens. C'est les signes tangibles de l'appartenance à cette communauté. Et d'ailleurs, les religions ont énormément d'enseignements, énormément de prescriptions alimentaires en leur sein. Donc, si on commence par les premiers commandements bibliques, c'est un commandement culinaire. Ne mangez pas de ces fruits. Donc, si à l'époque les Nutri-Score existaient, la pomme aurait eu son label vert, malgré toutes les conséquences que cela a eu sur les consommateurs. Ce qui prouve effectivement qu'il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un label, quel est le but qui est poursuivi. Mais donc, si tout cela gardait sa dimension religieuse et restait confiné au monde privé et au monde de l'intime, de la religion, de son propre foyer, du lieu de culte, cela poserait certainement moins de problèmes. Donc, le problème, c'est qu'on dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon, si on part du 11 septembre et que l'on considère l'attentat aux tours jumelles comme l'ouverture apocalyptique du troisième millénaire, on a un peu une idée effectivement de comment les religieux entrent dans notre vie quotidienne, donc d'une façon parfois assez dramatique et assez importante. Et comme je disais, si tout cela restait effectivement limité, mais non, l'appartenance à une communauté devient un élément de distinction. Donc, l'époque contemporaine se caractérise par la résurgence
des phénomènes de communautarisme, communautarisme entendu dans les sens comme donc appartenance à une communauté, mais aussi dans des aspects les plus négatifs, moi je les considère comme les pendants du populisme. Donc c'est l'autre face de la même médaille, parce que c'est une forme de revendication de certaines traditions et de certaines valeurs poussées à l'extrême. Et les interdits religieux viennent y apporter du renfort. Parce que qu'est-ce que fait l'interdit religieux? L'interdit religieux, il devient la raison même du système identitaire, parce qu'il permet d'identifier l'appartenance à un groupe. Je mange, donc je suis. Donc ça devient un peu les dictons. Donc je mange certaines choses, alors j'appartiens à ces groupes. Je ne les fais pas, alors je sors du groupe en question. Ces prescriptions couvrent tous les spectres donc, du domaine alimentaire. On va du gène aux interdits spécifiques, on va des interdits qui sont liés à des traditions, à des rites. Donc on a des formes d'alimentation des divinités, donc des rites, des offrandes et tout ça. Bon, les juristes, ils ne s'intéressent pas à l'alimentation des divinités. On va plutôt s'occuper de quand ces produits-là deviennent des produits qui sont commercialisés. Donc, quand on passe de l'hôtel à l'étalage, donc quand les produits entrent sur les marchés, là, alors des questions se posent, parce qu'on doit savoir exactement, on a des règles à respecter. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire, d'un côté, que tout cela est la pure expression de la liberté religieuse, et que donc ça devrait rester en dehors du domaine du législateur, ou alors pour l'industrie, il s'agit d'un business, donc d'un nouveau créneau qu'ils ont découvert et qui donc permet de vendre des produits à des communautés. Heureusement que nous vivons dans un état de droit, donc que nous avons des institutions, que nous avons des organes judiciaires qui nous disent quand la liberté religieuse est protégée ou pas. La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'occuper de la marchandise religieuse, donc de tout ce qui a à faire avec les produits qui ont une connotation religieuse, et l'on a conclu que c'est une marchandise comme les autres. Donc, il n'y a pas en tant que tel les produits qui est vendu, que ce soit une forme d'aliment ou que ce soit d'autres formes, il s'agit rien d'autre. Donc, les produits religieux, il n'est qu'une manifestation de la liberté religieuse et à ce titre-là, il ne bénéficie pas d'un traitement différencié, par exemple en termes de libre circulation, en termes des règles des marchés, ou comme on verra, en termes d'étiquetage et en termes de protection du consommateur. Donc tout cela a été établi. La Cour européenne des droits de l'homme, vu son champ d'application, elle va au-delà de la commercialisation des produits parce qu'elle s'occupe du respect des droits fondamentaux, donc des principes fondamentaux de la démocratie, des droits de l'homme. Et donc, elle aussi elle a eu l'occasion, dans plusieurs arrêts, d'interpréter ces formes de manifestation de la liberté religieuse et d'en conclure que tout n'est pas protégé. Donc, tout n'a pas le droit d'être protégé simplement parce que c'est religieux. Donc, il y a déjà comme ça des limitations qui sont apportées. Les cadres juridiques dans lesquels nous sommes appelés aujourd'hui à exercer, au moins dans l'Union européenne, c'est un cadre qui, malgré certains veulent le faire apparaître, c'est un cadre qui est laïque. Donc, les droits de l'Union est laïque. Ce n'est pas un droit qui a des fondements religieux. Malgré certains, ils ont essayé de faire un lien avec l'image de la Vierge Marie et les étoiles du drapeau européen. Il y aurait une origine commune. Ce qui est clair, c'est que le deuxième commandement a été respecté. On n'a jamais prononcé les noms des dieux, au moins dans les textes européens, donc il n'est pas là. Il n'y a pas de référence directe ni indirecte à la religion. La seule référence à la religion, c'est dans l'héritage. On dit qu'on s'inspire de l'héritage culturel, religieux, humaniste de l'Europe. Donc il n'y a aucune référence à Dieu et à aucune autre religion dans les textes fondateurs, les textes centraux du droit de l'Union. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Constitution irlandaise, qui fait référence, qu'elle a été écrite au nom de la très sainte Trinité.
celle de la Grèce, écrite également au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, ou celle de la Pologne qui fait référence à Dieu, source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté. Après, on en voit les résultats aussi concrètement dans ce genre de pays parfois. Bien sûr, c'est là, l'effet d'être un droit laïque n'implique pas qu'il n'y a pas de respect, effectivement, pour la liberté religieuse. La liberté religieuse, ça fait partie des droits fondamentaux. Elle est reconnue par la Charte des droits fondamentaux annexée au traité, et elle peut connaître des limites. Donc là aussi, je ne rentre pas dans ces genres de discussions parce que c'est des discussions extrêmement... C'est très juridique, mais c'est là simplement pour vous dire que la liberté religieuse, elle a des limites, donc elle n'est pas absolue. Comme d'ailleurs tous les droits, même les droits de propriété, ce n'est pas un droit absolu. Tous les droits ont des limites, mais ces limites doivent respecter deux grands principes, la proportionnalité et la nécessité. Donc ça doit être nécessaire de les limiter. Donc autrement, on fait pas, on ne limite pas la liberté religieuse comme les droits de propriété pour le plaisir de les faire. Il faut avoir des raisons pour les faire. Et quelles sont ces raisons? Par exemple, la protection de la santé, la protection des consommateurs, les droits à l'information. Dernièrement, la Cour a même affirmé que le bien-être animal est reconnu comme un principe fondamental et donc il faut aussi les respecter dans la manifestation de certaines religions. Donc vous voyez, il y a toute cette série de balises juridiques qui ont été mises en place. Le problème, c'est que la religion et les religieux donc, a un rôle de plus en plus important dans l'assiette, dans le sens qu'il est devenu un instrument, comme je vous disais tout à l'heure, d'identité, mais également un instrument de séparation, un instrument de lutte, un instrument de confrontation, de vouloir diviser la société libre, la société ouverte dans laquelle on vit et on a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, on est ce qu'on mange, mais parfois on mange aussi ce qu'on est. Donc il y aurait cette volonté de vouloir être quelqu'un en fonction de ce qu'on consomme. Et alors il y a toute cette panoplie d'événements qui vont des apéritifs républicains, des apéros saucissons pinards, comme pour vouloir lier l'appartenance au régime républicain à la consommation de certains aliments. Cela, on les retrouve même sur des aliments qui ont une connotation tout à fait banale. Personne n'imagine que lorsqu'il achète un yaourt, il fait un geste en faveur ou contre certaines inspirations religieuses. Qu'est-ce qu'il y a entre guillemets, des méchants dans cette image? Il y a l'effet qu'il manque la croix sur la coupole de l'édifice. Donc, ici, c'est cette société, mais il y en a d'autres, ont préféré éliminer toute référence religieuse pour ne pas heurter une partie de leurs consommateurs. Donc, vous voyez, il y a des considérations religieuses, une espèce d'autocensure qui entre en jeu. Ça existe aussi sur du thé. Donc, là aussi, l'Église orthodoxe qui est représentée n'a pas de croix. Donc, ce sont des images, ça reste des images. Donc, il y a la liberté de l'industriel de choisir les images comme il souhaite, mais vous voyez, il y a déjà une attention particulière pour ne pas heurter les sentiments d'une partie potentielle de son public. Lorsqu'en réalité, l'industriel, mais plutôt les consommateurs, ils devraient s'intéresser plutôt, par exemple, à savoir si c'est véritablement un yaourt grec ou pas, et pas savoir qu'il y a une croix ou non sur son produit. Le marketing religieux a toujours existé, donc ce n'est pas une nouveauté. Il y a des produits qui étaient déjà commercialisés, mais plutôt bon. Il y avait une époque c'était des souvenirs qu'on rapportait d'un voyage, c'était pas vraiment commercialisé sur Internet ou en ligne. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais par exemple, de ces produits-là, la première chose qu'on devrait se poser comme question, bien sûr, on a des doutes qu'il sert pour des bénédictions ou des ablutions. Il y a quelqu'un qui les boit, qui les consomme. Donc, alors, à ce moment-là, ça devient un aliment. Mais si c'est un aliment, est-ce que c'est conforme à la législation alimentaire? Apparemment, non.
Il n'y a aucune indication sur les ingrédients, il n'y a aucune indication que les contenants, que la bouteille respecte la législation alimentaire. Donc, vous voyez, on entre dans un débat qui quand même, il faut les poser. Donc, il y a des règles, des droits qui s'appliquent, qui protègent les consommateurs et la santé. Ils doivent aussi s'appliquer à ces genres de produits. Bon, les pires, c'est lorsqu'on va sur les sites, parce que sous la bouteille, ce n'est pas écrit, mais dans les sites, vous lirez que ça va contribuer à des miracles, à des guérisons et tout ça. Là, on entre vraiment dans l'abus de confiance, dans la publicité trompeuse, même dans l'exercice abusif de la profession médicale dans certains cas. Je pourrais continuer, il y en a d'autres produits, les vins de messe garantis, dont l'authenticité est garantie par des autorités ecclésiastiques. Bon, dans ces temps-ci, quelque chose qui est garanti par une église, ça devrait déjà faire soulever des doutes. Mais bon, il n'y a aucune référence, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on garantit. On ne sait pas, oui, d'Espagne, oui, mais l'autorité ecclésiastique est laquelle? Peut-être celle espagnole, celle d'importation, celle, vous voyez, ce n'est pas... C'est à nouveau un produit qui est commercialisé avec ces indications. Sous les hosties également, il y a tout un commerce qui maintenant est en cours. Oui, ça existe, hein? Gluten-free. Les problèmes, c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec les rites de l'Église catholique. Parce que le Saint-Siège a édicté des règles selon lesquelles il faut une présence, même minime, de gluten. Autrement, ils ne sont pas conformes et donc les rites n'est pas correct. Donc, vous voyez à quel niveau de détail on arrive. Mais est-ce que les consommateurs, dans ces cas-là, les fidèles, il est au courant? Est-ce qu'il sait que lorsqu'il consomme une hostie, il risque, s'il est cœliaque, mais de façon très grave, d'avoir des réactions allergiques? Est-ce que les règles en matière d'affichage des allergènes s'appliquent aussi à l'église? Donc à l'entrée, sous la porte, comme dans un restaurant, il faut indiquer que dans les aliments, c'est continu. Tout ça sont toutes des questions qu'on devrait se poser. Donc que les autorités chargées des contrôles peut-être devraient vérifier. Bon, on va peut-être m'accuser donc d'être christianophobe ou peut-être islamo-gauchiste. Donc alors parlons aussi des autres religions, parce que là aussi on pourrait en parler donc longuement. Halal et kasher sont des méthodes de fabrication, mais là aussi d'une marchandise comme les autres. Donc on devrait pouvoir appliquer les mêmes règles et avoir les mêmes contrôles. L'industrie a très bien découvert que c'est une affaire très rentable. Donc, il y a de plus en plus de végétariens, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui consomment de la viande dans certaines communautés, et donc il faut leur fournir la nourriture qu'ils souhaitent. Tout cela est certifié par qui? Là, on entre effectivement dans un mystère presque digne d'un mystère religieux. Donc, dans certains cas, c'est des mosquées, dans certains cas, sont des références aux organismes de certification, mais pas du tout officiels, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un standard officiel pour la certification du halal. Et quel est l'élément central derrière, qu'il soit l'halal ou le kasher? C'est l'interdiction de consommer du porc et l'abattage rituel des animaux. Je suis juriste et les juristes ont toujours cette déformation d'aller chercher les sources, d'aller voir d'où ça vient l'interdiction. Je suis allé me lire les Corans en long et en large pour trouver l'interdiction. L'interdiction, au moins, ce qui ressemble à l'interdiction est là, et dans la sourate numéro 5, on dit on vous interdit la bête morte, les sangs, la chair du porc, et ainsi de suite. Mais, dans la même sourate, quelques versets plus tard, donc 2 versets plus bas, il y a écrit « Vous est permis la nourriture des gens du livre, et votre nourriture leur est permise. » Qu'est-ce que ça signifie cela? C'est une dérogation à la règle. Ça signifie simplement qui sont les gens du livre. Les gens du livre, il ne faut pas être un religieux pour savoir qu'ils sont les chrétiens, les juifs, et les musulmans interprètent cela même en l'élargissant aux hindous, parce que les hindous aussi, ils ont un livre. Donc, toutes les religions qui se réfèrent à un livre sont couvertes par cette dérogation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'interdiction de consommer de la viande de porc ou de la viande abattue n'est pas une interdiction coranique. Au moins pas si on l'interprète comme un juriste interpréterait des textes. Toute la difficulté est là. Les juristes ont une déformation, donc ils interprètent les textes sur la base des mots, sur la base des lettres. Après, autre chose, c'est l'interprétation religieuse. Mais ici, ce sont des interprétations qui ont des conséquences sur les êtres humains. Donc, il y a des guerres qui ont été entamées au nom
de ces principes. On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur ces marquages. L'autre chose, c'est que c'est un marquage qui dénigre. Parce que lorsque vous dites que quelque chose est halal ou est kasher, vous dites qu'elle est pure. Donc ça veut dire que le reste ne l'est pas. Donc vous voyez, c'est une forme de dénigrement du reste. Dans la loi, en Allemagne, les Allemands avaient adopté une loi qui s'appelait la loi de la pureté de la bière. Ils disaient que la bière, la seule bière, est la nôtre, donc c'est l'allemande. Les Italiens, après, ils ont fait la même chose avec les pâtes. Ils ont dit les seules pâtes pures sont les nôtres. Donc la Cour de justice a dû se pencher sur ça et aboutir à la conclusion que, bien sûr, vous pouvez utiliser des critères, des indications sur l'étiquette en indiquant qu'un produit a certaines caractéristiques, mais jamais dénigrer les autres. Donc, ça ne doit pas être un critère pour dénigrer les autres. Donc, si un autre produit respecte les mêmes conditions, il a le droit, lui aussi, d'utiliser les mêmes noms. Ici, donc, il y avait de la bière qui ne correspondait pas aux critères, ou alors des pâtes faites pas avec du blé dur, mais du blé tendre. Les Italiens prétendaient qu'ils ne pouvaient pas s'appeler pâtes. Donc, la Cour a dit non, c'est de la bière comme l'autre, c'est des pâtes comme les autres. Dans le cadre du marquage végan ou végétarien, le problème n'est pas de la même nature. Parce qu'ici, on stigmatise personne, on stigmatise rien. On dit simplement que ces produits-là ne contiennent pas de la viande. Vous voyez, c'est quand même un constat objectif et vérifiable. Lorsque par contre, dans l'autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vérifier et qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du produit. Tout cela amène effectivement au gros problème qui est la codification d'une norme religieuse. Comment on peut intégrer une norme religieuse parmi donc les normes des droits. Ce matin, j'avais fait mon intervention, j'avais mentionné les droits, un droit qui ne se fonde pas sur la science, qui ne se fonde pas sur la raison, s'il ne se fonde pas sur des choses qui sont vérifiables, à ce moment-là, il n'est pas légitime. Et donc, tout cela est le problème des fonds lorsqu'on demande aux législateurs après de s'intéresser à ce genre de produits. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y en a... oui. Déjà plus de 20 minutes. Oui, tout à fait. Donc, je vais plutôt alors mentionner, pour terminer, un deuxième aspect. Donc, là aussi, rapidement, parce que j'ai parlé de l'étiquetage religieux, confessionnel, mais il y a également l'étiquetage éthique, donc celle qu'on trouve dans le bien-être animal. Bon, là, vous m'excuserez peut-être mon raccourci, mais il me semble qu'on est en train d'avoir les mêmes discours qu'on a sur les moyens d'exécuter des condamnés à mort. Donc, on parle des animaux qu'il faut les traiter d'une certaine façon ou de l'autre. Donc, comme il y a eu un débat et on est passé de la guillotine à la chaise électrique à l'injection létale, pour les animaux, c'est la même chose. À la fin, on les tue quand même. Donc, mais les débats portent sur la méthode de les tuer et pas sur les véritables problèmes que pose la mise à mort des animaux. Bon, c'est d'aujourd'hui, des études scientifiques ont démontré que même les mouches ont de la souffrance. Donc, dès qu'ils avertissent un péril, ils ont remarqué que les battements cardiaques augmentent. Donc, si on arrive à la conclusion que même les insectes, même les mouches souffrent, il n'y a que deux choix, à mon avis. Ou on ne mange plus rien et on meurt d'inédit, on meurt d'abstinence totale, ou alors on mange tout. Mais bon, mais ça, c'est ma conclusion personnelle en la matière. Donc, je disais, oui, il y a l'étiquetage éthique. Et ce qui est intéressant sur l'étiquetage éthique, c'est, je mentionnerai encore, oui, on avait déjà vu ça, oui, celui végétarien, qui là aussi, ça cache énormément de choses. À part l'usage des noms qui sont réservés aux viandes, en principe, et donc ça crée déjà une confusion dans les consommateurs. Après, il y a même la question de savoir, plus un produit essaye d'imiter un produit à base de viande, plus il utilisera des additifs, des conservateurs, des produits et des procédés pour essayer de lui donner le même aspect des produits qu'ils essayent de remplacer. Allons au
conclusion. Bon, si ça vous intéresse, c'est les seuls étiquetages éthiques qui est réglementé et qui est donc, il y a toute garantie derrière, c'est celui des œufs, c'est les sels. Tout le reste est laissé aux indications privées. Donc, par exemple, oui, tout ça, c'est des indications privées, tout ça est laissé à ça. Donc, les derniers en date, et je conclurai sur ça, la conditionnalité sociale. Donc, on a découvert, par exemple, 50 ans après l'entrée en vigueur de la politique agricole commune, que derrière nos productions agricoles, il y a des humains. Donc, il y a des hommes et des femmes qui produisent. Et donc, il y a des règles qui s'appliquent à la production, des règles de sécurité, des règles qui doivent garantir leur protection, donc la protection lorsqu'ils utilisent des machines, lorsqu'ils utilisent des produits. Et donc, à partir de 2023, les aides agricoles seront conditionnées au respect de cette normative. Donc, c'est quand même un pas en avant considérable, peut-être un peu tardive. Tous les autres labels éthiques que vous trouvez dans les commerces, je vous invite à aller lire quelles sont les conditions pour les remplir. Dans la plupart des cas, vous découvrirez que c'est le respect de la législation en matière de non-emploi des esclaves. Est-ce que c'est suffisant pour payer plus cher un produit? Je ne sais pas. Moi, j'ai quelques doutes sur ça. C'est un pas, c'est déjà quelque chose, vous me direz, mais peut-être c'est trop peu. Donc, conclusion. La première, c'est que la dimension éthique et religieuse, elle doit être prise en compte par les législateurs. Pour moi, c'est important qu'elle ne soit pas laissée ni aux religieux, ni à ces sectes et à ces lobbies éthiques qui essayent de nous l'imposer, mais encore moins qu'il ne soit pas laissé à l'industrie, donc au pur marketing. Donc, les législateurs doivent prendre compte, ils doivent donner des balises, ils doivent donner des critères. Critères basés sur quoi? Il faut réaffirmer la primauté de la raison et de la science. Donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse se fonder sur des idéologies religieuses ou purement éthiques. Il faut toujours la référence à des éléments qui sont vérifiables, parce qu'autrement, on tombe effectivement dans l'arbitraire. Donc, ces normes doivent être, normes juridiques doivent encadrer effectivement les normes éthiques, pour aboutir effectivement à un système dans lequel on retrouverait effectivement cette liberté que je disais, cette liberté de vivre ensemble. Et je terminerai donc avec cette citation. Alors qu'un citoyen ne peut pas laisser au vestiaire son sexe, sa couleur de peau, son origine ethnique, son orientation sexuelle, son âge, ni son handicap, tout cela, on sait très bien qu'ils sont des aspects qu'on ne peut pas y renoncer, sont partie intégrante de l'être humain, donc ils les caractérisent, donc on ne peut pas les nier. Mais, en revanche, au nom du vivre ensemble, il y a d'autres aspects qui peuvent très bien rester au vestiaire. Et moi, j'estime que parmi ces aspects, il y a certainement les modes alimentaires. L'alimentation est quelque chose qu'on peut adapter, qu'on peut s'adapter au contexte, à la société dans laquelle on vit. Donc, si on est chez soi, si on est dans le cadre de la célébration d'un rite, si on est dans un lieu de culte, tout cela ne pose aucun problème. Lorsqu'on est dans une société civile, dans une société conviviale, donc il faut que chacun mette effectivement de l'eau dans son vin et que donc tous ces interdits gardent la place qu'ils doivent garder. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Maintenant, on va donner la parole à Sandra Aguilar-Rodriguez. On va laisser l'espace de discussion et des questions pour après cette présentation. Merci beaucoup. Je veux remercier les organisateurs du colloque, le comité scientifique, Loïc et Sylvie. Et je veux présenter en anglais, mais vous pouvez poser des questions en français, anglais ou espagnol. Pas de problème. Food, nutrition, and modernity in post-revolutionary Mexico. Let me see. Yeah, it's there. Perfect. Okay, just to keep track of the time. In 1950s Mexico, most women served their family in breakfast that included maize or corn tortillas, wheat bread, corn gruel, coffee, or herbal infusions. But what was the difference between packaged bread or a fresh, crusty roll,
cornflakes or tortillas, instant or fresh ground coffee. Although basic ingredients remain the same, the way in which they were served or prepared provides insights into the process of modernization and its implications for women. This paper explores the consumption of wheat bread and cakes, the values identified with these foodstuffs, and how changes in eating practices were propelled in the mid-20th century, in Mexico City in particular. It shows the transformation of cooking and eating practices resulting from the adoption of foodstuffs identified mainly with US food culture, and in doing so, Mexicans adapted manufactured bread and cakes to their own cultural taste and preference. Thus, changes in cooking and eating practices were not a passive process of imitation, but an act of creative acculturation. Drawing from censuses, cookbooks, women's magazines, and oral history interviews, this work reveals the strategies used to target women and how women reacted to those changes. So wheat, of course, was brought from Europe by the conquistadors in the early colonial period. And since then, it has been a symbol of civilization because of its European association. For colonizers, as Rebecca Earle shows, the food they ate gave them distinctive characteristics both physically and spiritually. Spaniards believed in the idea that you are what you eat, which was based on the tenets of Galenic medicine and humoral balance. By the 20th century, the humoral theory had become something of the past. Nevertheless, associating diet with body and mind as well as with identity did not disappear. Diet became another way to create modern citizen workers, which can be seen in the analysis of daily practices and discourses created by the state, the industry, and the printed media. Modernity, on the one hand, became associated with industrialization, urbanization, and better living conditions. Although the growth of the industry and urban centers was not necessarily good for everyone, modernity in this sense was considered positive. In the mass media, the term modern was used to point at the superiority of appliances, foodstuffs, and cooking techniques. On the other hand, modernity was identified with those who were seen as the producers of knowledge and technology, mainly Europeans and Anglo-Americans. In this sense, the term modern points at a social and racial hierarchy that in Mexico could be transformed through the adoption of certain cultural practices. Here, the discourse of modernity intersects with mestizophilia, or the idea that Mexicans are mestizos, the mix of Spaniards and indigenous blood, with Western culture prevailing. The success of modern Mexico for many intellectuals was mestizaje. This process entailed a change in daily practices. Thus, indigenous peoples could become mestizos if they speak Spanish and wear westernized clothes, used shoes instead of sandals, and changed their eating practices. By the same token, the working class could become part of the urban middle class after adopting their manners and morals, and of course their diet. So what was a modern diet in mid-20th century Mexico? It was the diet defined as healthy by nutritionists and doctors. It included two elements that were seen to be missing among indigenous and working class diet: animal protein in the form of cow's milk and meat, and wheat bread. Although by the 1950s, scientists from the Institute of National Nutrition in Mexico had already found that wheat and maize were virtually interchangeable, well-respected doctors still reproduced the discourse of maize inferiority. Hence, policymakers favored wheat over corn. The association of wheat and modernity came as well from the availability of manufactured foods made out of wheat, such as pasta, cookies, bread, and cakes. Manufactured or processed food results one of the major changes brought by modernization, which meant going from subsistence farming to self-production to industrialization and consumerism. Manufactured foods were portrayed as more nutritious and healthier because they were designed by experts or scientists and produced under hygienic conditions impossible to reproduce at home or at the local bakery. Manufactured food became also identified with technologically advanced societies, mainly the US, and urban dwellers.
processed foodstuffs, according to advertisements, were consumed by light-skinned and well-off families, linking them with the practices of those groups that the working class and indigenous Mexicans were supposed to imitate, as they were deemed to be better. The discourse underscoring the virtues of wheat over maize, inherited from Spanish colonization, gained strength in the 19th century. In the Porfiriato, the number of bakeries in Mexico increased threefold, reaching the number of 200 in 1898. Meanwhile, Senator Francisco Bulnes, inspired by social Darwinism, claimed, quote, "The race of wheat is a truly progressive one." Post-revolutionary reformers, influenced by this rhetoric, formulated it in terms of nutritional science, insisting on the increase of bread consumption, particularly among the working class, and as it was beneficial for national development. José Vasconcelos, the Minister of Education between 1921 and 1924, argued that the underdevelopment will come to an end when indigenous people exchange maize tortillas for wheat bread. Rafael Ramirez, who was director of rural education, stated, quote, "that children not only learn the Spanish language, but also acquire our customs and lifestyles, which are unquestionably superior to theirs. They must know that Indians call us gente de razón, or people of reason, not only because we speak Spanish, but because we dress and eat differently." In order to create a modern and civilized nation, it was government policy for teachers to teach peasant women how to bake their own bread, but the lack of ovens made it difficult to establish this practice. Moreover, people were used to eating tortillas and did not find bread a suitable substitute. I'm going to now talk about a woman who started to introduce some of these recipes, particularly to peasants and working class women. She is, she was Ana Maria Hernandez, and she created a series of cookbooks, as I said, addressed to the working class and the peasants. And according to her, baking bread had two main functions. First, to increase or facilitate wheat consumption and to improve the family budget. Hernandez's book, particularly the one on cottage industries, published in 1937, encouraged women to open or create their own bakery. And she said, "In the cities, bread is an essential item, so many people who have good taste always buy high-quality bread. It was not clear if peasants would share the good taste of urban dwellers or how tastes could change, or if women could bake high-quality bread after reading this book. In any case, Hernandez's argument revealed that bread was not only tasty and nutritious, but also a social marker. Like the director of rural education, Hernandez sought to instill the peasantry and the working class with middle-class lifestyles and customs. Cottage industries like bread making aimed to modernize the countryside by transforming the eating patterns of the people in the countryside. Cottage industries will provide foodstuffs that were not only available in the countryside and only in the city, but they will also increase the income of people in the countryside and potentially could transgress gender roles. Women became workers in their spare time, while their main responsibility remained to look after their family and their home. So this is an image in which you can see women trying to bake bread, particularly at home, and she included the instructions to build ovens, since that was not something common to encounter. And in addition to teaching them how to prepare or how to bake the regular bread rolls that perhaps are similar to the baguette that you have here, she also encouraged women to bake a particular bread that it's called pan de caja, which is perhaps similar to the American-style Wonder Bread, and that was one that was sort of like introduced at that moment in time. And it was seen as a novelty, but also as a bread that could be used to prepare sandwiches, which of course was something very different to what you will have in a traditional stands in the street. So here on the one side, you see those kinds of like the soft bread, particularly
being produced, started to be produced by Bimbo, this company that has grown to the extent that now it sells its bread throughout the whole continent, through the Americas, from Canada, the US, to Argentina, and also in Spain. And that sort of like came to compete against the regular crusts that were used to prepare what we call a torta. And it was sort of like promoted instead of that to prepare sandwiches with this sort of like soft bread. So what I found also interesting was to compare what on the one hand, the government was trying to promote, which was an increase in wheat consumption, and what the industry was trying to sell, particularly this kind of bread, with the experience of some women who were growing in the outskirts of Mexico City. So I want to share some of their experiences, particularly one, Carolina, who was growing in the southern area of Mexico City, at that moment in time still rural. And she will say that they did not eat bread, they only had oatmeal or herbal teas for breakfast, and that she ended up eating bread while she moved to the city center, where she could actually have access to more bakeries. Another women sort of like said how they had access to wheat bread, particularly after their mothers started to work as domestic servants in middle-class households, and that will allow them to have access to that bread. Another woman that I interviewed, she said that in the 1930s, when she lived in a rural area, and she said, when I was a child, I did not even know bread from the bag. So this is that kind of like soft bread. From time to time, we ate bread rolls, and we ate sweet bread only sporadically. We had bread more frequently once I started working in 1953, and I began to buy bread from the bag to prepare my children sandwiches for lunch. And that is something that I find also interesting, how the traditional bread became sort of like associated with more sort of like the working class, and once those families were able to improve their income, they started to buy these more like processed kind of manufactured bread that was definitely identified with the United States and the diet and the kinds of like sandwiches that were prepared in the US rather than what you will prepare traditionally in Mexico. Let me just share this other reference. It's also interesting that you start to have like different perspectives on bread. So on the one hand, you will find women's magazines and cookbooks that will promote the consumption of wheat bread, this manufactured bread. We have a reference, for instance, in the magazine in 1941 that states, "Let's make a sandwich party." And the magazine goes, "When unexpected guests arrive to your home in the evening or at night, you will feel relieved if you have an electric toaster or waffle iron and a refrigerator stocked with food that could fill sandwiches." So women were advised to put the sandwich toaster and waffle iron at each corner of the table, along with sliced bread from the bag. And in the middle, women will place small dishes of assorted fillings, such as calf's brains, or with olives, ham with olive oil, fish, prawns, salmon with capers. And as soon as the housewife put everything on the table, the article asserted, her responsibility ended and she could enjoy herself while guests prepared their own meal. So El Hogar expected the readers had, of course, a refrigerator, 2 sandwich toasters, and were familiar with ingredients only found in affluent households. Magazines and cookbooks like those presented sandwiches not only as a substitute for tacos, but also for crusty rolls filled with fresh ingredients such as avocado, beans, chili, and cheese, and contrary to sandwiches which tended to be prepared with canned goods. Nevertheless, there was not a uniform view on the new soft bread. So a magazine called Lupita, entitled Lupita, published an article in 1957 criticizing the popularity of manufactured bread, and they said, "Today we have big bread manufacturers where bakers are unable to touch bread, which is sold in sterilized cellophane bags. These changes have made it impossible for customers to crack bread rolls and to find out if they are soft.
So although sandwiches were depicted as attractive, convenient, tasty, and modern, several working and middle-class interviewees preferred to buy fresh bread from bakeries rather than bread from the bag. Carolina, another of my interviewees, recalled, "I did not like bread from the bag because it stuck to your palate. It was awful. We were not used to that. They ate it in the United States, but not here. Then we Mexicans started eating it as good imitators, but there is nothing like a good crusty bolillo." So I will just finish with sharing with you some images and then go through my conclusions. So these are tamales on the one hand, which are prepared with corn dough. They have different fillings. They can be sweet, they can be savory, and they are steamed in bain-marie, basically in the husk of the corn. And that will be the traditional sort of like food that could be served or was served in celebrations, like birthdays. And that substituted, or perhaps, well, not necessarily always substituted, but the birthday cake was introduced, roughly speaking, in the 1930s, 40s, 50s. So families nowadays, as in many other parts of the world, probably celebrate their birthdays with cakes prepared out of wheat. That, in most cases, of course, had to be bought because women did not have the knowledge to bake those cakes, or in many cases, they did not have any ovens at home. So I want to show you this advertisement that I find really, really interesting. So you have the translation there. This is from a baking powder that is still produced and very popular in Mexico, which is called Royal. So you see at the top says, the boy says, "How awful, Mom. This looks like a tortilla rather than a sponge cake." And the mom says, "Pepe is right. My cakes look always like that." And the Royal can. "Use Royal baking powder and you will see how your cakes acquire a light texture and a delicious taste. You can trust in Royal." A week later, the boy says, "What a delicious sponge cake. Let's see if you bake them more frequently, Mom." And the mother replies, "I will do it. Now that I have learned about Royal, I will not be afraid of baking." What I find interesting here, of course, is that you see, like after using Royal, all her problems disappear, so now she's a great baker. But also the phenotype, even though, of course, this is black and white, you can see the phenotype of the mother and the child are very distant from how indigenous people or people with indigenous ancestry look like, which I definitely find interesting and important to keep in mind. So let me just go through my conclusions. In the 1940s and 1950s, manufactured foodstuffs such as bread from the bag were introduced to the Mexican market. The mass media played a key role in advertising these products and identifying them with material and social improvement. Advertisers portrayed light-skinned women with European or US features, associating modernity with the middle and upper classes. Modernity was sold as scientifically designed products made in sanitized environments where human hands were substituted by machines, creating what manufacturers claimed to be a product of a higher quality than those homemade. Doctors and producers portrayed bread as nutritious and an essential foodstuff in a healthy diet. But manufactured bread and cakes were also associated to urban middle-class practices deemed superior to a rural indigenous culture dominated by maize. Adding manufactured bread or cakes to your diet implied not only the adoption of new practices, but also becoming modern. Modern Mexicans were consumers who followed US trends. However, they also appropriated manufactured products to produce a Mexican version of them. Manufactured food reached urban areas first. Women introduced manufactured foods to their families' diet because they were cheap, healthier, easier to find, practical, or just because it was expected for them to have them. Saving time either cooking or buying bread made more sense for working-class women, in particular for those who also worked. For the working class aspiring to be middle class, buying these goods came to symbolize social mobility. Nevertheless, upper and middle-class women could use manufactured foods to prepare more elaborate dishes. Manufactured food not only transformed diet, but also social practices such as celebrating birthdays with a cake and creating new traditions.
Cookbooks and advertisements portrayed bread from the bag and cakes as a novelty and an elegant alternative to tortillas or tamales. Well-known cooks promoted sandwich parties in which women will be able to enjoy themselves while guests prepare their own meal with the aid of a sandwich maker. Technology and manufactured food symbolize modernity and middle-class way of life, and advertisers portray consumers as light-skinned, well-groomed, urban women, both in opposition to dark-skinned, rural, and untidy women. In doing so, advertisers associated US and European culture with modernity, while indigenous and peasant lifestyles were identified with poverty and backwardness. The overarching argument was that if the US was a modern nation, it was because its people were productive and efficient, which resulted from a particular diet and ethos. Hence, the change had to start in the kitchen, so women had the responsibility of transforming future generations. In this process, women picked and chose from what they had at hand to create modernity in their own understanding. The rhetoric of modernization, however, underscored that women's place was at home. Publicity depicted kitchen work as naturally rewarding to women both emotionally and aesthetically. Good mothers were concerned about catering for their family and deserved the help of technology. Although manufactured food gave women more time, it had to be used to fulfill their duties as housewives. Women have to participate in modernizing the nation, but without transgressing gender roles. They had to collaborate in the construction of the modern nation from home. After the 1960s, the number of working women increased, generating deep changes in cooking and eating practices. Electrical appliances entered into working-class households, and the consumption of manufactured food increased without necessarily improving Mexicans' living standard. Since the 1970s, Mexicans have embraced manufactured food, resulting in the current obesity epidemic and weight-related illnesses. It could be argued that imitating the US was a way of life, succeeded among Mexicans as they changed beans and tortillas for soda and fast food, along with sedentary practices such as watching TV and driving everywhere. Nevertheless, tortillas and tamales are still served both in Mexico and the United States. The meaning of bread from the bag and cakes in Mexico also changed from being a novelty to becoming a tradition now found in every lunchbox or birthday party. And I will end there. Thank you very much. Il est déjà 3 heures, mais je pense qu'on a le temps pour une question ou deux. Vous me dites, ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant toutes les deux. Je voulais poser une question au premier présentateur. Je trouvais très intéressant votre présentation, la discussion que vous proposez. Est-ce que vous pourrez développer un petit peu plus sur l'idée de comment on construit la légitimité autour des règles? J'étais surprise quand vous avez dit que la légitimité était basée sur la science et sur les faits qu'on peut constater, si j'ai bien compris. Mais la légitimité va juridiquement, peut-être c'est ça, anthropologiquement, c'est beaucoup plus large comme processus culturel. Et c'était seulement si vous pouvez développer un petit peu plus sur la complexité de construire cette légitimité, surtout quand les juristes entrent à travailler, je ne sais pas si on dit comme ça, j'espère que vous comprenez, dans un domaine comme la religion ou les questions plus éthiques. Non? Merci. Oui. Oui, mais justement, voilà, toute la difficulté de l'exercice est en cela. Mais, comme je disais, une chose, et tout ça, c'est la base du processus lui-même. Une chose, c'est lorsqu'on parle des choses qui concernent les domaines qui est soumis à la législation. Autre chose, c'est tout ce qui concerne un domaine qui concerne la vie privée, la foi. Parce que si on parle des foi et croyances,
alors on n'est pas en train de parler des raisons et des sciences. Parce que si la raison et la science pouvaient expliquer la foi et la croyance, on serait déjà tombé dans notre domaine. Donc la foi et la croyance ont justement ces caractéristiques qu'elles sont liées à... C'est un mouvement qui nous amène à accepter certaines choses sans se poser la question de la justification. Mon souci est quand ces mondes-là, qui jusqu'aujourd'hui étaient réservés à l'aspect privé, à la vie privée, la famille, les rites, la religion, les participer à certaines célébrations et traditions, lorsque cela rentre dans l'autre monde, donc dans les mondes de nous tous. Et alors moi je pars du principe que les mêmes règles doivent s'appliquer. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est religieux qu'alors on peut déroger à toute règle et qu'on peut ne pas respecter la santé humaine, le bien-être animal et tout ça. Si ces principes-là, notre société les considère comme primordiaux, comme fondamentaux, la religion aussi doit se soumettre à ces aspects-là. Et donc c'est ça, et c'est pour ça que je disais, mon intitulé était Timor Dei, Timor Hominis, donc la paix de Dieu et la paix des hommes. Ce que moi je vois, c'est que dans les hommes des droits, il n'y a pas tellement la paix de Dieu, parce que là, bon, aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus laïques, ouvertes et tout ça, mais ils ont plutôt peur des hommes, donc des hommes qui sont derrière certaines religions. Et donc, il y a la peur du religieux dans ce sens-là. Et donc, on vit aujourd'hui dans un monde qui essaye de trouver une espèce de consensus généralisé, mais on sait très bien que cela fonctionne si tout le monde joue les jeux. Donc, si tout le monde se prête à cet exercice et fait preuve de tolérance, alors on peut très bien rester dans ce domaine-là et les législateurs ne doivent pas intervenir. Et apparemment, notre société a fonctionné comme ça, donc pendant des siècles. C'était une société qui n'était pas ouverte. Il n'y avait pas d'autres immigrés, il n'y avait pas d'autres religions, il n'y avait pas de confrontations avec les divers, les personnes différentes. Aujourd'hui, il y a un monde qui est beaucoup plus complexe, et donc chacun doit apporter, comme je disais, des lois au moulin, donc il doit les faire, mais sans remettre en question les principes de base. Parce que si on accepte des principes religieux comme des principes qui doivent guider nos choix alimentaires, je parle en tant que juriste, donc moi ce qui me gêne, c'est aller dans un supermarché et trouver un produit qui a un marquage purement religieux. Ça me gêne parce que d'un point de vue des juristes et des consommateurs, je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est une tromperie pour les consommateurs en général, mais aussi pour la personne des foi, parce qu'on lui vend quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'il s'attend. Donc, vous voyez, c'est ça, il faut appliquer la même rigueur, donc je trouve aussi à ces produits-là. C'est un peu ça l'approche. Et c'est pour ça que je trouve que la science et la raison doivent être toujours les fondements des choses. Après, s'il n'y a pas... Je vous ai dit, la spiritualité, c'est un élément très important dans l'être humain. Il faut la respecter, il faut la protéger. Chacun a le droit de croire à tout ce qu'il veut. Donc, mais comme on dit, la liberté de chacun s'arrête où commence la liberté des autres. Et donc, jusqu'à la question reste une question privée, je suis libre de croire à tout ce qu'on veut. Lorsque ma croyance, et donc pas des raisons juridiques, scientifiques ou rationnelles, empiète sur la liberté des autres, là, moi, je vois un problème. Et on l'applique, moi je l'applique à l'alimentation, mais on peut les transposer à les débats sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur les mariages pour tous. C'est la même chose. Ce sont des libertés. Et donc, ce sont des libertés qui n'empiètent pas sur la liberté des autres. Parce que moi, les législateurs n'obligent pas ni à faire recours à l'euthanasie, ni à faire recours à l'avortement, ni au mariage pour tous. Mais ce sont des libertés qui sont données à tout le monde. Donc, c'est pour ça que la religion ne doit pas entrer dans ce genre de débat. Parce que l'objection religieuse serait une objection qui n'est pas fondée ni sur la science, ni sur la raison, mais sous la morale, sous l'éthique, sous la foi, qui sont des choses qui certainement ont leur valeur, mais une valeur qu'on doit relativiser. Merci. Non, mais votre argumentation est très intéressante, mais vous n'avez pas prononcé un mot qui pourtant pour moi s'impose, c'est le mot de laïcité. Nous avons un système en France
le système laïque qui découle justement d'une législation très spécifique. Et bon, au fond, il n'y a pas vraiment de problème si on se conforme aux critères ordinaires et tels que la législation l'entend de la laïcité. Ça, c'est ma première remarque. Et puis la seconde remarque, c'est que, bon, je comprends que vous soyez choqués, que ça vous déplaise de voir des produits certifiés halal, kasher ou je ne sais quoi dans un supermarché, mais au fond, tant que ça reste là et que vous n'avez aucune obligation de les acheter et que ces certifications proviennent de groupes et sont destinées à des groupes, au fond, les autres ne sont pas vraiment concernés. C'est une affaire strictement commerciale. Donc, et je ne pense pas qu'on puisse comparer ça, par exemple, à la législation des pâtes, parce que là, il y a quand même une autre... Là, quand même, la législation des pâtes, elle est quand même fondée aussi en partie sur des critères scientifiques, c'est-à-dire que les pâtes industrielles sont fabriquées avec de la farine de blé dur. Bon, on sait que quand même... Par exemple, la farine de blé dur permet aux pâtes de sécher correctement, ce qui ne serait pas le cas, ce qui n'est pas le cas avec des pâtes faites à partir de farine de blé tendre. Et puis, réjouissons-nous, parce que, par exemple, en Chine, où il n'y a quasiment pas de blé dur, ça commence, eh bien, au moins sur ce plan, les Chinois ne viendront pas concurrencer Barilla, par exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je réponds directement. Je n'ai pas mentionné les mots laïcité, pas parce que je ne voulais pas les faire, mais parce que la laïcité, surtout la laïcité comme on dit dans les jargons entre juristes, la laïcité à la française, elle n'est pas la même laïcité que dans les autres États européens. Donc c'est une peculiarité à votre pays, et donc c'est pour ça que moi je ne la prends pas comme référence. La preuve qu'elle n'apporte pas la réponse à tout, elle est là. Parce qu'il y a des conflits, il y a une législation, il y a des débats des sociétés, mais surtout il y a des produits qui sont sur les marchés et qui ne correspondent pas à des critères, et ça je reviens à la deuxième question, ce n'est pas une question purement commerciale. Lorsque vous mettez un produit dans les commerces, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Alors là, c'est comment on appelle ça, de la distorsion de concurrence. Parce que ça veut dire que quelqu'un pourrait produire et vendre quelque chose qui ne répond pas aux mêmes critères que les autres. Et que ces critères sont: l'information sur l'étiquetage des aliments doit être toujours correcte, elle ne doit pas tromper, elle ne doit pas induire les consommateurs en erreur, elle doit être vérifiable. Donc, lorsque vous ne remplissez pas ces conditions-là, un problème se pose. Donc c'est ça, moi, les produits me gênent, pas parce qu'il est religieux, parce qu'il me gêne aussi celui qui est éthique. Donc, parce que lorsque moi je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière une marque éthique, et je vais sur Internet, et déjà ça, la démarche que je dois faire pour aller chercher, et je découvre, comme j'ai dit, que derrière il y a juste le respect de la législation contre l'esclavage, je me suis dit, et pourquoi alors je dois vous payer plus cher lorsque vous avez un critère que tout le monde respecte? Parce que des produits faits avec directement les esclaves, bon, il y en a, mais quand même assez limité. Si j'achète chez mon agriculteur, je suis sûr que lui, il n'a pas d'esclaves. Bon, s'il achète dans le sud de la France ou dans le sud de l'Italie, peut-être, parce que pendant l'été, il y a, vous voyez à quel niveau des détournements on arrive. Les législateurs, lorsque la Cour de justice s'est prononcée sur la pureté, moi je trouve que le débat est similaire, parce que kasher et halal veulent dire qui est conforme, qui est licite, qui est pur, donc qui correspond à ces règles. La pureté à l'époque qui s'est posée, c'était la pureté de la bière et la pureté des pâtes. Et donc l'interdiction d'utiliser ces noms pour d'autres. Lorsque vous achetez un produit dans lequel il est écrit « celui-ci est pur », ça veut dire que l'autre ne l'est pas. Donc automatiquement. Donc c'est une forme, effectivement, comme je disais, on est en train de dénigrer des produits qui pourraient très bien participer et remplir les mêmes critères. Cette eau ici, bon, ici il n'y a pas de marque, mais il n'y a pas écrit halal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé la certification halal, mais elle pourrait très bien l'être. Donc elle pourrait très bien être pure comme l'autre. Donc tous ces systèmes doivent être, ou ils sont ouverts à tout le monde, et ils sont certifiés, et il y a des critères rationnels pour pouvoir vérifier que tout ce qui est dit
correspond à la vérité. Ça peut être aussi une vérité biblique, une vérité coranique. Ça, je ne le mets pas en question. Mais alors, on doit se mettre autour de la table et se mettre d'accord sur les références. Aujourd'hui, cela est impossible. Il y a eu, pour l'élaboration du standard halal en France, la communauté musulmane a été invitée. Ils se sont retirés de la table lorsqu'on leur a dit que les derniers mots n'étaient pas à eux, mais c'était à l'organisme chargé au ministère. Ce qui est logique dans un État laïque. Donc, ça ne peut pas être les religieux qui viennent me dire c'est bon ou c'est pas bon. Ils pourront me dire c'est conforme ou pas au texte sacré, mais c'est ça. C'est un peu ça ma démarche. Sur la laïcité, c'est très intéressant. En France, c'est tout à fait un autre monde, donc dans ce sens-là. Vous avez une forme de législation et tout ça qui est très avancée. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur ça. Et elle a considéré que la laïcité à la française ne peut pas être considérée comme un principe général. Donc c'est juste un critère que les législateurs français utilisent pour lui, mais vous voyez, donc j'aimerais bien aussi que la Cour aille plus loin et qu'il adopte le système français comme système de référence, mais elle ne l'a pas fait parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas la même rigueur et la même séparation. Donc c'est toujours des compromis, même les juristes, même les juges doivent faire des compromis et tenir compte des législations et des choses qui existent dans l'Union européenne. Ouais. Alors j'ai deux questions, une pour chacun. Pour Sandra, j'aurais aimé... En français, c'est bon c'est bon. J'aurais aimé savoir, avant l'arrivée des fameux gâteaux américains, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis allée au Mexique et au Pérou, ces gâteaux américains, quelles étaient les traditions pour les anniversaires et peut-être comment le gâteau américain a changé ces traditions. Et deuxième question pour Daniele, au sujet du bien-être animal, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment par exemple s'il y a des différences au niveau européen et au niveau national, et par exemple si on reste sur le sujet de halal, kasher, il me semble qu'il y a un rite de saignée, est-ce que en tout cas un sujet du sang, est-ce que c'est conforme au bien-être animal ou pas, et quelles sont les pratiques? Very briefly, so thank you for your question. I definitely think that, yes, the influence of the U.S. has, you can observe it throughout Latin America, but particularly in this case, in my work in Mexico, starting in the 40s and 50s. I remember that when I was interviewing women, they will say that when they didn't celebrate their birthdays with a cake when they were growing up, perhaps their mom will prepare their favorite meal. If they do something, if they didn't have money, well, there's nothing to do, nothing to celebrate. But if they had a celebration, it was just like a special meal. And probably, yes, in the 40s, 50s, you start to see that change to the point that nowadays, of course, it's like everyone will celebrate with a cake. So that's something that you can find across the board, from a very simple to a very fancy, elaborate, expensive cake. And in addition to traditional meals that you can find. So in a way, you can also find particular cakes that tend to be seen as only Latin American. There is one that is called tres leches, so prepared with 3 different kinds of milks, like condensed milk, evaporated milk, and fresh milk. And you see how that tradition has been adopted, but also transformed in Latin America, particularly in Mexico. But thank you very much for your question. Oui, j'essaierai moi aussi d'être bref. Oui, donc là, pour ce qui est du bien-être animal, comme j'ai dit, la seule législation qui existe au niveau européen, c'est celle pour les œufs. Donc c'est la seule. Il y a eu la promesse de faire des études sur l'abattage des animaux, parce qu'il y a une demande qui apparemment existait. L'étude a été faite. Les conclusions qui ont été tirées de cette étude, c'est drôle peut-être de les citer, parce que là, donc après 3 ans, 4 ans d'études, bon, maintenant je ne les trouve pas, les résultats de l'étude a été, pour les traduire en termes très basiques et très simples, les consommateurs, ils s'en tapent complètement. Ça ne lui intéresse pas de savoir, les consommateurs en général. Après, à nouveau, l'étude dit, pour certains groupes, pour certaines personnes, pour tout ça, ça a un intérêt, mais pour la majorité du consommateur, ce qui compte, c'est les prix.
Donc, il regarde les prix lorsqu'il va acheter. Donc, l'abattage de l'animal, c'est déjà un concept qui fait partie de ces fameux consommateurs avertis, éclairés, qui va plus loin, qu'il veut savoir effectivement comment l'animal a été abattu. Donc, c'est ça. La Cour de justice s'est prononcée sur les liens entre l'halal, les marquages halal et les bio. Il a dit clairement que l'halal est incompatible avec les bio, justement à cause de l'abattage, parce que les bio a à sa base un respect minimal du bien-être animal qui inclut aussi de réduire ces fameuses souffrances de l'animal. Et donc la Cour a dit que les halal est incompatible. La même discussion pourrait avoir lieu sur les AOP-IGP, parce que les AOP-IGP traditionnellement ne comprennent pas la production halal, donc ça serait incompatible d'avoir une AOP-IGP qui est en même temps même halal, parce que l'AOP-IGP est basée sur une tradition. Donc l'halal, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard. Il faut attendre alors une certaine évolution pour pouvoir l'intégrer. La Cour s'est également prononcée sur l'abattage en général en disant qu'un État peut l'interdire, peut interdire l'abattage sans étourdissement. Il peut le faire au nom de quoi? Elle l'a reconnu au nom du bien-être animal. Donc la Cour a reconnu que les principes du bien-être animal, dans un certain sens, est supérieur à certaines manifestations religieuses. Donc ça peut paraître étonnant, mais à nouveau, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que les juges de la Cour seraient des juges, donc quelqu'un les pourrait tâcher alors, ah non, c'est des islamo-gauchistes, c'est des anti-ici, ils sont contre les religions. Non. Quels critères ils ont appliqués? Ils ont appliqué les critères à nouveau de la science, les scientifiques. L'animal souffre, donc au moment de l'abattage. L'histoire de la religion, vous mangez ou vous ne mangez pas, l'effet que vous souffrez dans l'au-delà, désolé, ce n'est pas comparable à la souffrance réelle aujourd'hui de l'animal. Et donc ça, c'est ce qu'on doit lire derrière. C'est les fondements scientifiques de ce genre de décisions. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Puis, merci beaucoup pour cette excellente conférence et puis on continue. Merci.